pour faire encore une fois le tour de cette première année L5R, on peut ne pas mentionner, enfin il faut mentionner, je veux dire, le jeu online. Je pense qu'il a une grosse part dans l'entraînement des joueurs et justement la recherche de ces combos. La création de la communauté aussi. Vraiment, Donc le l'animation de la online, communauté. ouais, ça a vraiment soutenu des communautés entières avec Discord, etc. Donc quelles sont les plateformes qui ont été principales cette année? Alors, au tout début du lancement du jeu, il y a eu TTS, donc Tabletop Simulator, qui est un soft payant sur Steam. Et en fait, les gens ont commencé à jouer avec les cartes là parce que c'est un soft, en fait, on peut faire un peu tous les jeux de plateau qui existent au monde. On peut faire ce qu'on veut. Ouais, on À peut faire partir un du peu moment ce où il y a un qu'on mec veut, qui bosse, voilà. qui veut bosser sur le projet, qui donne des images et C'est ça. qui On peut faire des jeux de plateau, des jeux de cartes, il y a vraiment tout. On a tout. Et donc ça joue un peu là-dessus parce que justement il n'y avait pas d'autres plateformes vraiment encore mises en place et donc les gens faisaient les images des cartes, faisaient leur petit système, ils commençaient à jouer un peu au jeu comme ça. Je me souviens que ça existait même avant qu'il y ait la sortie du jeu et même la sortie des règles complètes. Ouais. Donc Bon, par contre, c'est pas super user-friendly, enfin, faut connaître. c'est un peu c'est plus complexe à prendre en main. Clairement. Après en dehors de ça, on en a eu un deuxième qui est arrivé en premier, c'est OptGN. Donc c'est un soft qui permet qui s'installe sur ordinateur et qui permet après 2-3 téléchargements de 2-3 fichiers de jouer à énormément de LCG ou d'autres jeux de cartes divers et variés. Il y a à peu près tout, quasiment dessus, à part Magic et encore. Tu il y a du Il y a Magic. Magic aussi. Ouais. Voilà. Ça a été pas mal joué au début. Le désavantage de soft, c'est qu'il faut le connaître, dans le sens que il y a des manipulations à faire, le jeu n'est pas automatisé, donc il faut bouger les cartes soi-même, il faut connaître le jeu, parce que le jeu ne joue pas tout seul. Donc il faut connaître les règles, avoir confiance en l'adversaire qui fasse pas n'importe quoi, même si je on a un petit chatlog pour voir ce qui se passe dans la partie, il faut quand même avoir un peu confiance. Mais après, là, c'est là où le personnel rentre en compte, c'est que moi j'aime beaucoup plus OptGN que les autres moyens, mais en même temps, donc il y a eu un troisième moyen de jouer, qui s'appelle Jikoku, ou Rimteki, ça dépend un peu de comment les gens l'appellent. Jikoku Online, donc, qui permet de jouer au jeu via navigateur en fait. Ce qui a un super avantage parce qu'on n'a rien à installer, on va sur le site, on télécharge la decklist et pouf, on peut jouer directement au jeu. Les avantages, c'est que c'est très rapide, du coup, de pouvoir jouer. En plus, le jeu est entièrement automatisé, donc même si on ne connaît pas les règles, le jeu va nous dire ce qu'on peut faire et pas faire. Ça évite les erreurs de manière générale, ça évite la tricherie aussi, a priori. Plus ou moins. Et surtout, c'est là où il y a tout le monde en fait. Le problème, c'est que vu que c'est si facile d'accès et qu'on peut y jouer n'importe où, sur n'importe quel PC, etc., les gens ont petit à petit déserté les deux autres moyens de jouer en fait pour tous se mettre dessus. Et du coup, par exemple, si maintenant on veut rejouer sur TGN, il faut un temps de partie d'environ 30 minutes pour trouver un joueur. Donc, donc c'est à la fois bien et pas bien. Moi, ce que je reproche à Jigoku en fait, c'est que d'un côté, vu que c'est tout automatisé, si jamais il y a un moment, une erreur, un oubli, un truc quoi que ce soit, c'est une galère sans nom pour revenir en arrière. Et qu'en plus, vu que c'est tout automatisé, il y a aussi des fois des bugs qui arrivent et qui ruinent une partie de A à Z, parce que bon, on peut pas forcément passer outre ce bug. Et l'autre défaut que je trouve, mais là après c'est plus personnel, c'est que c'est un soft qui, du fait que tout est automatisé, il va te faire briller les cartes quand tu peux cancel, enfin annuler les cartes adverses, il va te faire surbriller les actions que tu peux faire, etc. Et du coup, ça fausse un peu les rapports de puissance, parce que quelqu'un qui aura tendance à oublier ses effets durant une partie, c'est pas possible de le faire, quoi. C'est surbrillant, Et en gros, etc. L'aspect humain qu'il peut y avoir dans une partie réelle est un peu outrepassé. Exactement, en fait, ça nivelle, mais vers le haut. C'est-à-dire que quelqu'un de très très bon pourra jouer contre quelqu'un qui, dans une partie en vrai, sur une table, il l'aurait massacré, mais que là, avec Jigoku, ça fausse les rapports de puissance du fait qu'on lui rappelle tout le temps à tous les joueurs. Après, les avantages, c'est que, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de manipulation de tokens, etc. Contrairement à certains autres softs, genre TGN, où des fois il faut manipuler un peu des choses à table, donc ça peut prendre du temps. Le désavantage, c'est derrière, les gens, quand ils se ramènent dans les côtés ou dans des gros événements, ils n'ont pas l'habitude, du coup ils font des erreurs. Et après, ils se font taper sur les doigts. Donc, c'est à la fois un bien, je dis beaucoup, et à la fois, il y a d'autres trucs que je lui reproche. Voilà. Moi, je suis assez mitigé sur ce soft-là. Je sais que les gens qui me regardent souvent sur mes vidéos, on a souvent ce genre de discussion ensemble, donc c'est assez marrant. Mais ouais, Un des gros assez mitigé. avantages, par exemple, tu t'en fais partie, ça a été la possibilité d'organiser des tournois. Ça, très clairement. Et donc vraiment d'animer une communauté, et là même internationale, grâce à cette. Il y a plusieurs cette Discord plateforme. qui sont mis en place, un européen et un mondial, et les gens jouent énormément sur Jigoku. Je pense que Jigoku, il y a environ 20 parties tout le temps en fait. Même 40 quand les US sont réveillés. Il y Ouais, a quelques heures un peu plus creuses où tu as peut-être 10-15 parties, mais oui. Il y a toujours des gens qui jouent et toujours des gens qui discutent. Il y a vraiment une grosse communauté qui s'est soudée autour du jeu. Alors, je sais que moi je suis plus du côté francophone, mais vraiment à l'international, il y a vraiment des grosses communautés, soit pour certains clans, soit des groupes d'amis qui se sont rencontrés sur internet et qui jouent vraiment ensemble.
Donc non, clairement, ça a du bon Jigoku. Enfin, je relève pas tous les bons côtés qu'il y a. Ça, c'est clair et net. Et ça permet vraiment de pouvoir s'entraîner, de tester les decks et de. Ouais. C'est là où je voulais intervenir, c'est que Jigoku, je le vois pas comme une plateforme où tu joues pour le plaisir. Pour moi, Jigoku, c'est un truc où tu testes ton deck, tu testes ta mécanique, tu testes ta stratégie, tu testes jusqu'où tu peux aller avec ton deck. C'est une plateforme de test pour moi. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Ketal et je pense qu'il y a pas mal de monde qui joue sur ces plateformes-là. Tout automatiser, c'est très bien, mais effectivement, ça enlève un des côtés humains qui peut être justement, merde, tu n'as pas vu ma carte, je t'ai oublié, choses comme ça. Mais quand tu testes pour du compétitif, tant mieux au final que si jamais ton adversaire, même s'il est moins bon que toi, il ait un reminder qui lui fasse tu peux jouer cette carte-là, tant mieux. Mais effectivement, on est d'accord que ça. Bon, c'est une plateforme internet, donc ça enlève le côté plaisir physique et même tout simplement social d'être avec des gens et de jouer ensemble. Mais je trouve que c'est très intéressant vraiment pour tester les limites de son deck. Je vais prendre un exemple tout bête. Pour les Worlds de l'année dernière, j'ai beaucoup joué sur Jigoku évidemment avec le Lion. Je me suis pris, quand je suis arrivé au World, je n'avais aucune confiance, enfin très peu de confiance dans le deck que j'avais. Je m'étais pris tellement des déculottés sur Jigoku et tout ça, parce que voilà, les mecs, on leur faisait des reminders sur chaque carte qu'il avait. Moi, il n'avait pas besoin de reminder. Le Lion, il contre pas, il fait machin, donc il n'a pas forcément toute cette mécanique de réaction, de contre, d'anticipation. Donc j'avais moins à faire attention à ça, et donc j'étais juste purement avec mon deck, sans que la mécanisation du jeu me donne un avantage. Ça donnait un avantage à mes adversaires, tant mieux. Parce que au final, ça m'a permis de réellement tester en conditions réelles, avec des conditions où mon adversaire va penser le plus souvent possible à la bonne solution ou au fait qu'il a le droit de contrer, qu'il a le droit de faire ceci, qu'il a le droit de faire cela. Non, ça, il y avait ce côté-là. En effet, je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est une très bonne plateforme de test par rapport à ça. Et alors, je pense que sur OCTGN, OCTGN avait de très bons développeurs pour Conquest. Donc, quasiment toute la communauté Conquest qui jouait online jouait sur OCTGN. Et je pense que quand Five Rings est sorti, il y a eu le truc avec Tabletop Simulator qui a pris le train très en avance avec Tabletop Simulator. Donc il y a déjà une partie de la communauté qui participe à Tabletop Simulator. Et je pense que les développeurs, les bénévoles qui s'occupent de développer chaque plateforme, ont mis trop de temps à réagir pour installer quelque chose de qualité sur OCTGN autour de Five Rings. Et que Jigoku c'est un peu introduit dedans en disant mais nous on a un truc qui marche, c'est tout automatisé, vous n'avez pas besoin de manipulation, on n'a pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils finissent d'installer le machin, qu'ils mettent la plateforme sur OCTGN, vous pouvez venir directement sur. Et puis effectivement avec tous les avantages que ça a du côté c'est rapide, je joue mon navigateur, je me log, je trouve une partie en 2 secondes. Après, OCTGN, ça veut dire du coup que L5R est quand même facilement portable, enfin transposable sur une partie numérique. Est-ce qu'on pourrait imaginer de le voir un jour totalement numérisé? C'est toujours compliqué dans ce jeu de cartes parce que le problème en fait c'est que pour l'instant il n'y a pas trop de cartes dans le jeu. Donc ça va, vu que c'est un peu entre guillemets une partie de mon métier, je peux un peu y répondre. Mais créer un jeu de cartes sur un jeu vidéo vraiment de jeu de cartes, tant qu'il n'y a pas trop de cartes ça va parce que les interactions sont pas nombreuses etc. Mais quand on commence à avoir vraiment beaucoup de cartes, c'est là où ça devient très compliqué. Et autant qu'il y a des jeux qui sont assez simples, je pense à Hearthstone, etc., où les cartes sont simples, il n'y a pas beaucoup de texte dessus, à chaque fois c'est très simple ce que la carte fait, c'est assez bien décrit. Autant qu'un jeu comme L5R, ou de manière générale les LCG, c'est plus complexe. Et les interactions sont souvent avec des mécaniques vraiment qui sont à part, où il y a des trucs spéciaux qui sont, etc. Je pense que c'est très compliqué à coder, surtout sur la longueur. On peut le voir là par exemple que Jigoku, le premier cycle, ils l'ont codé très rapidement. Le début du deuxième cycle, ils l'ont codé très rapidement, et là, ils ont 1 ou 2 packs de retard, par exemple, sur ce qui est sorti. Donc, L5R en numérique, pourquoi pas, mais il faudra une vraie équipe de gens, vraiment des professionnels, je pense, pour le faire. Donc, les joueurs de cartes ont encore quelques mois devant eux. Ouais, largement. Et je pense aussi, même pour aller plus loin, des jeux comme Hearthstone, des trucs comme ça aussi, ont adapté le turnover de leurs cartes au mode jeu vidéo. Alors là, ça vaudrait, pour faire un portage sur du numérique qui essaye justement de minimiser ou même d'enlever tout ce problème d'interaction plus complexe que dans des jeux qui sont prévus pour faire du online ou du vidéo, ça voudrait dire peut-être aussi faire un turnover, donc un changement de cycle qui serait plus rapide que ce qui existe à l'heure actuelle au final. C'est vrai. Pour que ça vaille le coup. Et j'en profite pour rebondir, tu vois, même sur des portages, là, il y a le portage du Seigneur des Anneaux qui va être fait, même si c'est du coopératif.
Je ne sais pas si ça va marcher parce que justement, je ne suis pas sûr que même pour un coopératif comme ça, la méthode de sortie du jeu vidéo n'est pas la même qu'un jeu de cartes. Ça veut quand même dire un gros travail de fond sur la façon dont on incorpore une mécanique qui existe au niveau physique pour l'adapter au jeu vidéo. Il n'y a pas juste à dire on va coder les mécaniques, on va coder les règles, et puis après on va vous sortir des cartes tous les temps avec un modèle économique lambda qui était celui du jeu de cartes ou un autre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout un travail de fond sur l'adaptation, sur la façon de sortir les cartes. C'est pareil aussi, généralement sur les jeux vidéo, quand ils sortent des extensions, il y a toute une mécanique avec toutes les cartes, parce que de toute façon, ils n'ont pas le problème du physique de se dire, oui, si on a envie de sortir 200 cartes, on sort 200 cartes. On n'est pas limité par les planches, par les coûts, par le transport, par le packaging, par tout ce que le physique t'apporte comme type de limitation. Pour faire la petite parenthèse, moi je l'avais très bien vu avec le corset où les mecs disaient mais de toute façon un corset c'est tant de cartes maximum, donc on dépasse pas. Donc à partir du moment où on a un découpage de temps par clan, parce que si on veut mettre les 7 clans, on a tant de cartes par clan. On peut pas dire tout compte fait on va machin, si on veut rajouter une carte c'est qu'on enlève une carte, ou ça veut dire qu'on va être obligé de faire un truc, de rogner sur autre chose. Enfin voilà, il y a toute cette contrainte qui n'existe pas sur le jeu vidéo, donc je pense qu'un portage n'est pas impossible pour des jeux comme Five Rings, mais ça demande un travail de fond. Je ne suis pas sûr que l'investissement et le retour sur investissement soient si intéressants que ça pour que des boîtes comme Asmodée ou FLG se lancent dedans comme ça en disant yes, super. Clairement, d'autant plus que façon de faire de l'argent. Seigneur des Anneaux c'est du coopératif, donc justement si jamais il n'y a pas de turnover comme ça, c'est pas grave, c'est vraiment un jeu que tu joues avec des gens inconnus. C'est pas gênant. Pour un jeu compétitif, c'est plus compliqué parce que directement, c'est pas du tout le même public qu'on vise et c'est des gens qui en veulent entre guillemets, et là ça change beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord. Et alors déjà je me dis que le Seigneur des Anneaux, je suis pas sûr que ça marche économiquement parlant, hein, évidemment je parle, pas le fait de le portage en lui-même, c'est-à-dire le codage et tout. Ça je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je suis pas sûr que le modèle économique et le fait de transcrire un jeu vraiment physique, le modèle économique choisi n'est pas forcément très bon. Après c'est un autre problème, ça regarde la boîte qui veut. Mais tu vois, en gros, toute cette réflexion de se dire, voilà, on a juste à le coder et à le mettre en jeu et après se choisir un mode économique, puis on passe au suivant. Non. Et si jamais on veut faire un vrai portage avec quelque chose qui vaille le coup et qui soit pérenne, ça demande un travail de fond et c'est pas juste une translation. Il y a un vrai travail en amont par rapport à ça.